Bonjour à tous, bonjour à toutes, ça marche mieux avec du son et je vais vous l'écrire dans le chat. Et voilà, maintenant c'est bon, on est paré, on va pouvoir partir pour une demi-heure. Oui, c'est bon. Eh bien voilà, bonjour, rebonjour, du coup je refais mon entrée. Bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous? Comment allez-vous en ce jeudi férié? Et oui, je viens de voir ça sur mon mur Facebook. Tout le monde se souhaite une bonne fête de l'Aïd, une bonne fête de l'Ascension. Et je me suis dit, effectivement, l'Ascension est un jour férié. Alors, je ne l'avais pas oublié tant que ça, hein. Je me l'étais dit effectivement en début de semaine, mais ce matin, par contre, bon, bah, complètement zappé. Et c'est pas grave en soi. Bon, quand on est son propre patron, hein, un jeudi férié comme ça au milieu de nulle part, bon, on va quand même travailler. On va pas annuler un live pour un jour férié. On verra. Du coup, peut-être que vous serez plus nombreux en live, étant donné que peut-être que vous restez à la maison. Et du coup, peut-être que vous serez plus nombreux, sauf que effectivement, Nicolas me dit, on risque de ne pas être nombreux ce matin, je viens de me lever. Vous êtes comme ça les jours fériés, vous dormez, il aurait fallu que je fasse l'émission à midi, comme sur France 3. Je vais parler de la météo pendant 4 heures, de midi à 16 heures. Eh bien, c'est pas grave, ça permettra aux absents de découvrir le replay, de découvrir la chaîne YouTube. Alors, d'ailleurs, en parlant de la chaîne YouTube, hein, à chaque fois je vous dis abonnez-vous. Et a priori, on m'a fait la remarque comme quoi je ne parlais pas de la petite cloche sur YouTube. Si vous voulez être mis au courant de la mise en ligne d'une vidéo, vous pouvez, après vous être abonné à une chaîne, appuyer sur une petite cloche qui vous préviendra bien gentiment sur votre smartphone, sur votre ordinateur, partout, dès que je mets une vidéo en ligne. Alors les replays de Café Filmé, c'est le lendemain à 16 heures. Alors non pas parce que j'ai beaucoup de boulot, mais parce que je trouve que le lendemain à 16 heures c'est cool. Donc c'est comme ça. Après, si vous les voulez le jour même, une demi-heure après, pourquoi pas. Ça peut se faire, parce que effectivement, il n'y a pas tant de travail de post-prod que ça, même s'il y en a un peu. Aujourd'hui, petit sujet que je vous ai concocté. Alors, c'est une question d'un viewer, un viewer qui habite dans le Var. C'est le 83. Donc, notre viewer, je vais lire sa question. Donc, que puis-je faire et ne pas faire quand j'achète une maison? Et c'est la question de monsieur Georges Clounet. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Moi, je trouve que effectivement cette question, il faut y répondre encore une fois. J'y ai répondu, je crois que j'y ai répondu dans la première saison de la Minute de Limo. Et si c'est pas le cas, je vérifierai moi-même du coup. Si c'est pas le cas, je vous le ferai dans la saison 2 de la Minute de Limo. Parce que c'est une question très importante. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler people. On avait déjà parlé people pour les ventes cahoteuses. Donc ces grandes maisons, ces grands domaines qui ne se vendent pas parce que trop cher et parce que surcoté, parce que ça appartient à une grande star. Aujourd'hui, on va parler autour d'un sujet, puisqu'on ne va pas parler de Georges Clounet, mais on va parler d'un sujet qui tourne autour de Georges Clounet et donc qui va concerner ce qu'on a le droit de faire quand on achète, ce qu'on a le droit de faire quand on vend. Il y a des choses dont on a droit, il y en a d'autres dont on n'a pas le droit. Et effectivement, Vincent le dit, what else? On est dans le thème, c'est du café, on est nickel. Donc, alors, c'est plus ce qu'on n'aura pas le droit de faire que ce qu'on aura le droit, parce que foncièrement, ce qu'on aura le droit de faire, bah, effectivement, quand vous mettez en vente par qui vous voulez, par où vous voulez, au prix que vous voulez. Ça, il n'y a pas tant de problématiques que ça, mais effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qu'on voit souvent. Donc j'ai même une expérience personnelle pas plus tard que la semaine dernière. Donc
Donc ça arrive encore très très souvent, soit parce qu'effectivement on ne connaît pas, une méconnaissance de ce qu'on n'a pas le droit de faire et qui peut coûter cher, soit parce que je pense que certains s'en foutent en fait, globalement. Salut Baptiste, comment vas-tu? Euh, donc on verra au cours de cette demi-heure qu'au final, pour les acquéreurs seront toujours un peu plus protégés, enfin sont beaucoup plus protégés que les vendeurs. En France, hein, on a un code de protection du consommateur, on n'a pas un code de protection du vendeur. En soi, vous êtes vendeur, vous assumez la vente. C'est à vous de connaître finalement les dispositifs, les dispositions légales, les autorisations, etc., etc. Pour le vendeur, il y a une seule protection. En gros, comme ça, on l'aura mis de côté. Alors peut-être que finalement, j'en trouverai une deuxième pendant la discussion. Mais la seule protection qu'un vendeur pourrait mettre en place lors d'une vente, c'est si le prix est visuellement, enfin, est vraiment trop bas. Je trouve pas le mot que j'aurais voulu utiliser. Il me reviendra dans 2 heures. Donc c'est pas grave, vu qu'on est en direct, on va pas refaire un montage dans 2 heures. On l'a souvent vu en tant que consommateur dans des magasins, sur des annonces en ligne, sur des sites internet. On pense tomber sur la bonne affaire, une console de jeu à 10 euros au lieu de 500, une télé à 2,50 € au lieu de 250. Et c'est l'affaire du siècle, on la met doucement dans son panier et on essaye de passer à la caisse comme ça. Alors si vous passez à la caisse, tant mieux. Si à la caisse on vous fait une remarque, c'est perdu. Vous ne pouvez pas dire c'est le prix affiché, donc j'ai le droit de l'acheter, c'était comme ça. Non. Et pareil sur internet, hein, c'est pas parce que vous avez mis votre carte de crédit, vous avez payé et c'est marqué que la commande est en cours que vous ne pouvez pas recevoir un mail d'annulation de commande derrière pour vous dire excusez-nous, hein, il y a un souci dans le prix, ça va pas. Ça c'est une loi qui protège les vendeurs. Si le prix est véritablement visuellement trop bas par rapport à la prestation, par rapport au produit, on a le droit d'annuler une vente. Pour l'immobilier, ça se traduira si vous mettez en vente votre appartement, sauf qu'au lieu de 100 000 euros, vous mettez 10 000 parce que vous avez oublié un zéro quand vous êtes sur le bon coin. Vous n'êtes pas tenu de vendre à 10 000 euros. Même si quelqu'un vous dit j'achète, vous avez le droit de dire non, finalement, tu le vois bien quand même, il y a un souci, je ne suis pas à vendre à 10 000 euros, donc ça ne passera pas. Que vous soyez particulier ou professionnel, vous pouvez donc annuler une vente si le prix est véritablement plus bas que ce qu'il devrait être. Ça, c'est ce qui vous protège en tant que vendeur. Ensuite, dans le processus d'achat-vente d'une maison, le vendeur aura beaucoup moins de garde-fous à partir du moment où effectivement une offre va être acceptée. Quand vous êtes vendeur particulier, vous ne pouvez pas, théoriquement j'ai envie de dire, mais même dans la pratique, refuser une offre au prix. Je mets en vente mon appartement à 100 000 euros. J'ai une personne qui me dit j'achète à 100 000 euros. Il y a une acceptation entre la chose et le prix. La vente doit aller au bout. Entre particuliers, vous n'allez pas pouvoir dire est-ce que vous pouvez me montrer vos bulletins de paye? Est-ce que vous avez de quoi payer? Oui, finalement, j'ai quelqu'un d'autre, je vais peut-être le choisir. Non. Entre particuliers, premier arrivé, premier servi. Si on vous a dit banco, c'est banco, point barre. C'est un des principaux intérêts à faire appel à un professionnel. Quand nous prenons un mandat de vente, vous déléguez la recherche de l'acquéreur et dans ce cas-là, on est véritablement dans une recherche d'acquéreur. Donc si on a une offre au prix, vous pouvez la refuser parce que c'est moi qui vous l'amène. Donc vous êtes un particulier, vous passez par moi, je vous amène une offre, vous n'êtes pas tenu de l'accepter parce que c'est moi qui ai eu l'offre, c'est pas vous en direct. Donc à ce niveau-là, entre particuliers, sachez-le, vous n'êtes pas protégé par rapport à ça. Si vous tombez sur quelqu'un qui connaît ce principe-là et que vous lui dites non, ça peut mal finir. Ça peut mal finir en temps, en argent,
parce que derrière, effectivement, vous avez fait une première visite avec une personne, puis une deuxième visite dans l'après-midi avec une autre personne, vous choisissez le deuxième dossier, ça peut aller loin, ça ira au tribunal, c'est long, c'est fastidieux, c'est cher, enfin ça peut être cher, et effectivement, avec en plus cette distinction sur le fait que vous n'êtes pas dans votre droit. Donc du coup, voilà, vous risquez de perdre sur tous les tableaux si la personne c'est ça. Donc sachez-le aussi vous, c'est le problème du particulier à particulier. Du coup, particulier à particulier, la surenchère sera interdite aussi, hein. Alors on ne modifie pas le prix comme ça à la tête du client. Ça a été fait, hein, d'ailleurs sur une visite que j'ai faite la semaine dernière. Un appartement affiché à 20 000 euros sur internet. Un studio, hein, on s'emballe pas. Et c'était pas à Paris. Et du coup, on arrive sur place, on discute avec le vendeur, ça passe à 21 000 euros. Ok. Et le soir par message, je ne négocie pas, c'est 25 000 euros. Ok. Donc, évidemment, on n'est pas sur un bien parisien, on n'est pas sur un bien coup de cœur personnel. Donc, je vais pas dire je suis dans mon droit, vendez-le-moi au prix où c'est affiché. Non, j'ai pas forcément de temps à perdre à ce niveau-là. Mais le jour où on vend une maison qui va être une habitation principale, si on a des acquéreurs qui ont vraiment un coup de cœur, ça fait 2 ans qu'ils cherchent, ils ont un coup de cœur pour cette maison et ils se font évincer pour ça, les gars ils vont y aller avec le couteau entre les dents acérées et c'est parti pour une longue procédure. Donc faites attention à ça quand vous êtes vendeur, de particulier à particulier. Quand vous êtes acquéreur, particulier ou par professionnel, donc que vous passiez par une annonce en particulier ou par un professionnel, pour vous, il y a un grand tapis qui va se dérouler jusqu'à après la signature du compromis. Donc vous pouvez dire à quelqu'un j'achète, à tout moment vous avez le droit de dire finalement non. Voilà. Ça va être la première phase jusqu'à la signature du compromis. Donc si vous avez un notaire réactif, ou un agent immobilier réactif, parce que les agents immobiliers, contrairement aux conseillers en immobilier, peuvent vous faire un compromis. Donc plus il sera réactif, moins il sera réactif, plus ça donnera de temps finalement à l'acheteur, si vous êtes acheteur, de réfléchir, de faire une deuxième visite, une troisième visite, peut-être estimer des travaux. Vous avez le temps. Ne vous dites pas il me faudrait une deuxième visite avant que je vous fasse une offre. Il faut que j'estime les travaux. Vous pourrez après par la suite encore partir. Signature du compromis. Donc là le vendeur est toujours engagé, hein. Là pour le coup lui il est engagé. S'il ne veut plus vendre, pénalité. En général 10%. Si en tant qu'acheteur tout va bien encore, vous avez signé un compromis, vous devez donner un séquestre au 10e ou 11e jour, hein, parce que je ne sais plus si c'est ouvré ou il faut que je révise ça, hein, parce que pour le coup ça ne fait pas précis. Donc 10 ou 11e jour, et du coup vous avez le droit de vous rétracter pendant ce délai-là sans aucune raison. Donc vous envoyez une lettre commandée au notaire et tout est parti. Et voilà, vous continuez votre vie chacun de votre côté. Une fois le délai de rétractation passé, vous aurez les conditions suspensives. Alors, les conditions suspensives, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas que pour l'acquéreur, ça peut être aussi pour le vendeur, justement. Donc là, à ce niveau-là, effectivement, un vendeur peut se rétracter d'une vente sans pénalité si une des conditions suspensives n'est pas respectée. La condition suspensive la plus connue, ça va être l'obtention du crédit, bien évidemment, donc qui protège l'acquéreur, parce que bon, s'il était obligé d'acheter alors qu'il n'a pas l'argent, ça peut lui poser problème, et qui protège aussi un peu le vendeur, dans le sens où effectivement le but c'est quand même qu'il soit payé. Et après, bon, en conditions suspensives, vous rajoutez ce que vous voulez. Vous voyez avec votre acquéreur, si vous êtes vendeur, vous voyez avec vendeur si vous êtes acquéreur, vous voyez avec votre notaire, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Un acquéreur peut mettre en conditions suspensives la réalisation d'un diagnostic s'il n'a pas été fourni avant. Souvent entre particuliers, hein, parce qu'avec un professionnel,
Pour la mise en vente, moi, je demande tous les diagnostics. Le DPE est obligatoire pour la mise en vente, les autres ne le sont pas tant, mais effectivement, si on définit un prix, c'est aussi par rapport au diagnostic. Si je dis votre appartement, votre maison, elle vaut 150 000 euros et que le jour du notaire, vous me dites, oh, au fait, la fosse septique, elle n'est pas aux normes, votre maison ne vaut pas 150 000 euros dans ce cas-là. À un moment, il faut effectivement aussi avoir ça pour définir un bon prix. Donc, normalement, les diagnostics sont faits, mais sait-on jamais, on peut voir des personnes qui achètent sans diagnostic. Et du coup, mettez en condition suspensive les diagnostics. Comme ça, effectivement, une fosse septique qui finalement n'est pas aux normes, c'est 10 000, 15 000 euros en plus. En tant qu'acquéreur, vous pouvez dire, écoutez, soit du coup on baisse le prix de 15 000, soit la condition suspensive fait sauter la vente. Et puis du coup, après, une fois qu'on est parti, tout ira bien. Du coup, ce qu'il ne faut pas faire, ça va être comme ce fameux Georges Clooney. Hop là. Le fabuleux domaine acheté par Georges Clooney au cœur d'un imbroglio judiciaire. Alors, c'est pas un imbroglio, hein. Là pour le coup, ce sera la base. L'achat du domaine de Canadel, situé sur la commune de Brignoles dans le Var, est contesté en justice par l'avocat d'un autre acquéreur. Donc là, on n'est même pas dans une promesse de vente, on est dans une vente. C'est pour ça, c'est pas un imbroglio, hein, c'est la base en fait d'un conflit, mais qui va probablement très vite se régler parce que, en tout cas, on connaîtra très vite la réponse et après, le règlement, littéralement pour le coup, se passera entre les parties. L'achat de rêve pourrait se transformer en cauchemar pour Georges Clooney. L'acquisition d'une propriété en Provence par l'Américain à Brignoles dans le Var est en effet contestée en justice par l'avocat. J'ai pas changé de scène, c'est ça, hein. On est d'accord. Je n'ai pas fait. Donc là, maintenant, c'est bon. Donc, voilà, pour l'instant, il y avait juste le titre. Ce dernier, donc, en effet contesté en justice par l'avocat d'un autre acquéreur. Ce dernier affirme l'avoir acheté avant pour 6 millions d'euros, a-t-on appris auprès du parquet de Draguignan le 10 mai de l'année dernière, du coup. Non, on est le 13 mai. Oui, donc c'est cette année. Pourquoi je me suis trouvé en mars pendant un instant. Et salut Simon, hein, je t'ai vu. Merci. Merci pour ton hello. Pour le cas où le vendeur passerait outre et vendrait néanmoins avec le concours d'un notaire le bien à une tierce personne, en l'occurrence Monsieur Clooney, il régnera une incertitude sur le bien immobilier tant que le tribunal judiciaire de Draguignan n'aura pas tranché, c'est-à-dire dans un délai d'1 à 4 ans. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit. Ça peut être long, ça sera fastidieux, ce sera cher. Alors pour vous, hein, parce que pour Monsieur Clooney, il aura des avocats qui travailleront pour lui. Peut-être que lui ne verra même pas le problème. Mais entre particuliers, voilà ce qui peut se passer. Tac, tac, tac. Donc, maître Guy Azari confirmant l'information de Var Matin. Le département des Stars, donc le tribunal a bien été saisi en mars d'une assignation sous la constitution de maître Azari contre les propriétaires vendeurs, a précisé le parquet de Draguignan en ajoutant que dans cette procédure au civil, les avocats des parties échangeront leurs pièces et conclusions avant que le dossier ne soit prêt pour être fixé pour plaidoirie à une audience publique, ce qui prendra plusieurs mois à minima. Donc pendant ce temps-là, la vente est bloquée. Donc vous, en tant que vendeur, l'argent sous le nez. Vous, en tant qu'acquéreur, la maison sous le nez. Si vous avez vendu votre bien et que vous attendiez d'emménager, voilà, c'est au moins plusieurs mois. Et ils ont dit 1 à 4 ans. Pendant ce temps-là, trouvez une solution. Un autre appartement, en location probablement. Mais effectivement, des tracas. Faites attention à ça. Alors, que s'est-il passé quand même? Donc, plusieurs personnes habitent là-bas. Ça, on n'est pas là pour parler people. Vente consentie en août. Maître Azari révèle dans son assignation son client avait répondu en août 2020 à une annonce d'un conseil en immobilier de luxe pour un château, le fameux domaine du Canadel, mis en vente 6,9 millions d'euros. Il affirme que la vente a été consentie le 17 août pour 6 millions d'euros avec signature devant notaire prévue en novembre.
avant que les vendeurs, un richissime couple australien très âgé résidant à Monaco, ne demandent une rallonge à 6,2 millions d'euros, puis se rétractent. Le voilà le problème. On a une vente donc qui est consentie, on a un compromis a priori, puisqu'on n'utilise pas les termes, hein. Donc on va imaginer que c'est un compromis qui a été signé en novembre, et puis finalement les vendeurs ils font une surenchère, hein, tout petite, donc on passe de 6 à 12 millions, ça va la petite surenchère, et puis derrière, finalement on vend plus. Donc vous avez le droit en tant que vendeur, hein, contrairement à ce que je vois aussi, et peut-être d'ailleurs je l'ai formulé un peu comme ça tout à l'heure quand je vous ai dit qu'effectivement vous ne pouvez pas véritablement mettre fin à la vente, on ne peut pas vous obliger à vendre. Ça, il y a un moment, même si effectivement il y a un contrat, hein, par le compromis, vous n'êtes pas obligé de vendre. Mais par contre, effectivement, si j'avais dit, hein, il y a un séquestre pour l'acheteur, il y a aussi une pénalité pour le vendeur. Donc là, la possibilité, et pour ce couple d'Australiens, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait. Alors, vu qu'ils sont Australiens, ils ne connaissent probablement pas le droit français. Peut-être que le notaire est également australien et n'est pas français. Alors, est-ce que immobilier de luxe, on est envoyé? Non, on n'est pas envoyé vers le site de l'agent immobilier en question. Et du coup, effectivement, ils ne connaissent peut-être pas ça. Et dans certains pays, on a peut-être effectivement le droit de dire ah bah non, mais c'est pas de problème, j'ai signé le compromis, mais je veux quand même doubler le prix. Donc, et puis c'est ça, sinon on arrête la vente. Alors peut-être que en Australie, ça se passe comme ça. Mais en France, ça ne se passe pas comme ça. Donc le compromis a été signé, et pour le coup, il doit être signé en France. Ça, il n'y a pas de problème, hein. Le bâtiment est en France, donc c'est en France que ça se passe, et c'est le droit français qui doit être respecté. Donc ce qui aurait pu et ce qui aurait dû se passer, c'est que effectivement, vous pouvez demander une rallonge de 6 millions à votre acheteur, mais effectivement, quitte à vouloir doubler le prix de vente, vous allez devoir régler, si vous voulez vous rétracter, régler une dizaine de pourcents selon ce qui a été défini chez le notaire. Alors peut-être que pour des biens de luxe comme ça, c'est moins. Mais vous devez régler 10% à votre acquéreur, donc 10% de 6 millions, 600 000 euros, pour que la vente soit annulée de votre côté vendeur. Si vous vous barrez effectivement comme ça sans rien dire, comme a priori ça s'est passé, et que derrière vous trouvez un autre acquéreur, c'est là où ça coince. C'est que non, vous êtes toujours engagé en fait dans la vente précédente, hein, puisque vous n'avez pas payé la pénalité, donc la vente a toujours lieu. L'assignation cite l'annonce passée en août qui détaille les avantages du domaine, outre une possibilité de planter des vignes, la propriété avec son château. Bon, c'est un petit domaine dans le Var à 12 millions, entre 6 et 12 millions d'euros, évidemment. C'est pas un Airbnb de 12 mètres carrés, hein. Et puis c'est tout. C'est tout ce qu'on sait là-dessus. Donc, vous en tant qu'acquéreur, vous pouvez effectivement, parce que Monsieur Clounet n'est peut-être même pas au courant de cette affaire en fait. Donc lui, derrière, il revient, il vient sur le Bon Coin, il voit l'annonce de la maison. Il voit donc une annonce d'une maison qui l'intéresse sur Internet, et puis du coup, il va discuter avec les vendeurs, il va chez son notaire, il signe ses papiers, etc., etc. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il ait même pas été au courant que derrière il y avait autre chose, sauf qu'effectivement, les acquéreurs précédents, ils attendent toujours leur clé, parce que eux, ils le veulent ce château, ils le veulent leur domaine, et du coup, dès qu'ils voient que la vente a été faite avec quelqu'un d'autre, mais non, je crois pas, c'est à moi en fait. Et du coup, l'ancien acquéreur bloque la vente. Le voilà le risque. Donc 1 à 4 ans, hein. Si vous tombez sur un acquéreur qui l'a mauvaise, dans la majorité des cas, ça ne se passe pas comme ça, parce que sinon, effectivement, les gens auraient arrêté. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, si vous êtes particulier à particulier, pas de surenchère, pas de choix de l'acquéreur, c'est au prix. Si quelqu'un vous fait une offre en dessous du prix, par contre, vous avez le droit de refuser la vente. Si vous passez par un professionnel, au prix, en dessous du prix, au-dessus du prix, vous pouvez choisir. Alors, au-dessus du prix, c'est un peu plus délicat, dans le sens où il faudra être très carré. Si effectivement vous avez une offre au prix et une offre au-dessus du prix,
en passant par un professionnel, vous allez pouvoir accepter l'offre au-dessus du prix. Pour ça, il faudra prévenir les personnes qui ont fait l'offre au prix et faire un avenant de l'annonce, un avenant du mandat pour, si c'était à 100 000 et que vous voulez qu'il y ait une offre à 110 000, il faudra donc faire un avenant du mandat à 110 000 pour dire le prix c'est 110 000. Prévenez les acquéreurs qui avaient fait au prix. Pourquoi? Parce que même si du coup la surenchère est tolérée en passant par un professionnel, vous pourriez avoir un particulier qui vous traîne au tribunal parce qu'il n'a pas eu les mêmes chances que la personne à qui vous avez accepté l'offre. Et ça reviendrait au même finalement. C'est encore procédure, etc., etc., etc. Parce que la personne, et mettez-vous à sa place, vous êtes un particulier, vous voulez acheter une maison, vous visitez la maison, on vous dit c'est 100 000 euros, vous dites oui, ouais, ça me plaît à 100 000 euros. Et du coup, vous faites une offre au prix, parce qu'effectivement, c'est le prix qu'on vous demande. Si derrière, on ne vous rappelle pas et on vous dit finalement, désolé, votre offre a été refusée parce qu'il y a eu une offre à 105 000, vous avez le droit de dire, à 105 000, j'aurais pris aussi en fait, puis même à 106 dans ce cas-là. Et on peut considérer qu'effectivement, vous n'avez pas eu les mêmes chances que les autres. Donc, un particulier qui fait une surenchère, vous prévenez les autres particuliers de l'augmentation du prix pour voir s'ils s'alignent ou pas. Et dans ce cas-là, après, rebelote, etc., etc. On n'est pas non plus des marchands de tapis, donc s'il dit 110, on ne va pas dire que l'autre va faire 111, etc., etc. Donc faites les avenants une fois que tout le monde est d'accord. Si il y avait autre chose sur la surenchère, oui, c'est pas parce que nous obtenons des surenchères que les vendeurs acceptent les surenchères. Ça, c'est si vous êtes acquéreur et que vous commencez à avoir un peu peur. Dans notre métier de conseiller, effectivement, on va recevoir toutes les offres. Et du coup, à ce moment-là, une offre en dessous du prix peut être acceptée par rapport à une offre au prix ou à une offre supérieure parce que on travaille sur le dossier de l'acquéreur. Et un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Merci monsieur de La Fontaine. Et effectivement, on préfère peut-être vendre 5 000 euros moins cher sur un bien à 500 000, mais être sûr d'être payé. Un profil de fonctionnaire, un couple qui vient de vendre sa maison et qui du coup a le cash. Vraiment regarder le dossier de l'acquéreur et accepter 5 000 de moins plutôt que accepter 10 de plus, mais l'argent, on ne sait pas d'où il vient. C'est paiement cash et puis ça arrivera. Mais pas de fiche de paye, pas de contrat de travail, pas d'entreprise. Voilà, derrière, il risque d'y avoir autre chose dont on parlera peut-être un autre jour. Ce sera Tracfin, ou alors peut-être que vous ne verrez jamais la couleur de l'argent. Et du coup, quand vous signez, on a dit qu'en tant que vendeur, vous êtes engagé. Si derrière, vous devez attendre le compromis entre une semaine et un mois, puis le délai de la condition suspensive d'obtention du crédit, même s'il vous a dit qu'il payerait cash, 45 jours, et du coup, vous avez perdu entre 50 jours et 65 jours. Donc si vous voulez perdre de 1 à 3 mois dans votre processus de vente alors que vous êtes muté ou que vous avez trouvé la maison que vous vouliez acheter, peut-être que vous l'avez déjà signé, donc il va falloir faire une bascule avec les paiements, etc., etc. Souvent, acceptez plutôt le meilleur dossier plutôt que le meilleur prix. On a été clair? On a été clair. Donc voilà, comme quoi les problèmes, ça n'arrive pas qu'aux autres. Normalement, quand on passe par un professionnel, il y a un peu moins de soucis parce qu'effectivement, un particulier, il n'y aura pas tous ces garde-fous. Ensuite, cette histoire, moi personnellement, quand je lis ce genre d'article, ça me donne envie d'être encore plus professionnel, j'ai envie de dire, mais d'aller surtout encore plus au fond des choses parce qu'effectivement, si quelqu'un m'appelle, j'aimerais vendre ma maison. Déjà, les premiers réflexes, c'est de vérifier les actes de propriété, parce que on en a des gens qui vendent des maisons, ils sont pas seuls sur l'acte de propriété,
Donc on ne peut pas prendre le mandat si tout le monde n'est pas d'accord. Ils ne sont même pas sur l'acte de propriété parce que peut-être c'est une succession ou que ça n'a pas été fait. Ou alors ils sont locataires et ils étaient juste touristes ou autre. Donc ça c'est notre métier de vérifier qu'effectivement quand on prend un mandat, on vérifie l'identité des vendeurs. Maintenant quand on prend un mandat, enfin quand je prends un mandat, je ne vérifiais pas forcément s'il y avait des procédures en cours. Alors je ne sais pas encore comment vérifier de manière exhaustive et précise si une vente est en cours sur une maison, mais ce genre d'affaires me donne envie de creuser cette question que je ne me serais pas forcément posée. Et du coup, à partir de maintenant, effectivement, quand j'aurai des clients vendeurs, je m'assurerai, bon, on s'assure déjà qu'il n'y ait pas des mandats ailleurs, hein, parce que quand on fait signer un mandat exclusif à un client, s'il a déjà un mandat ailleurs, ça peut aussi mal tourner, mais qu'il n'y ait pas effectivement une vente en cours, parce que ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Vous avez été plus calme aujourd'hui dans le chat, donc oui, jour férié, je pense. Euh, c'est ça? C'est le jour férié qui vous a calmé? Ou alors du coup, c'était vraiment pour le coup une émission où on a donné un cours et du coup il y a moins d'interactions possibles. On avait dit hein, qu'on essayait un peu tout. En tout cas, il est 9h30 et 1. On va pas trop déborder comme d'hab, hein. On va pas abuser. Je termine toujours comme d'habitude par vous remercier. Merci aux gens présents. On écoute religieusement. Ça me va. Donc du coup, merci d'avoir écouté religieusement, hein. Merci aux personnes en live qui écoutent religieusement. Merci aux personnes qui regardent en différé sur Facebook. Merci aux personnes qui regardent. Alors je pourrais, si j'avais vos noms, j'aurais le temps de vous lister hein, sur YouTube, pas sur Facebook, mais sur YouTube j'ai le temps encore de donner vos noms. Donc à la limite, merci à vous viewers de YouTube. Mettez un commentaire après avoir vu la vidéo, comme ça j'aurai votre pseudo et puis je vous remercierai personnellement étant donné que il n'y a pas masse de commentaires, hein, donc j'aurai le temps de vous remercier personnellement. Donc, comme d'habitude, si vous voulez m'aider, un petit like, un petit partage, il y en a à chaque fois, hein, des likes et des partages, merci beaucoup. Que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Sur YouTube, abonnez-vous. Sur YouTube, la petite cloche. Et on se donne rendez-vous mardi prochain. Il n'y a rien hein, de spécial. Férié ou pas, on sera là. Comme d'habitude, le sujet n'est pas prêt. Parce que c'est le but de faire par rapport à l'actualité. Hein. Donc là, on était le 10 mai pour le 13 mai. Donc c'est cette semaine que j'avais eu l'information. Le but du direct, c'est de faire par rapport à l'actualité. Donc je ne sais pas encore s'il y aura une actualité demain ou après-demain. Et puis encore merci. Des bisous et puis à mardi, c'est ça, à mardi. Merci et au revoir.